Here we go now. Let's go. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Business Story. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui intéresse beaucoup de monde. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir si vous allez bien, aussi bien au niveau d'un point de vue personnel que professionnel? Comment assurer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle? Vous savez, il y a pas mal de gens qui travaillent du matin au soir et ils n'ont pratiquement pas de vie privée. Et puis il y a beaucoup de gens qui n'ont tout simplement pas envie de travailler en ce moment parce qu'il y a une ambiance anxiogène, etc. Alors, nous allons avoir quelqu'un qui va nous en parler. Donc, on a une spécialiste qui a passé 15 ans dans les ressources humaines, dans la gestion de projet, la gestion de crise, et qui a eu un passage à l'étranger qui a été quelque part un peu le déclic pour venir avec des concepts très intéressants et innovants, notamment en France, pour rééquilibrer notre vie personnelle avec notre vie professionnelle. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la fondatrice d'Audace Life, Madame Mélanie Monvoisin. Bonjour Mélanie. Bonjour Habib. Merci d'être avec nous pour cette émission et en tout cas le sujet nous semble hyper intéressant. Alors première chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en 2 mots, Audace Life, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est quoi l'activité? Et qui surtout vous accompagne? Alors, Audace Life est un cabinet conseil et de formation spécialisé dans tout ce qui est le développement professionnel, le développement relationnel et le développement personnel. On va y traiter les thématiques du leadership, du management, de l'organisation et ça sous différentes formes. Ça peut être de la formation sur mesure, du bilan de compétences, de l'immersion en entreprise pour faire notamment de la régulation d'équipe. Ça peut être aussi du coaching, de l'accompagnement individuel et ça s'adresse principalement, c'est un peu transversal, mais principalement auprès des dirigeants, des cadres. Ça peut être le particulier, le salarié qui a besoin de faire un point. Voilà, c'est assez transversal en termes de prestations et des personnes avec qui ça s'adresse. Si j'ai bien compris, ça veut dire que vous êtes là pour donner envie d'avoir envie, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau privé, parce que ça, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de recettes et vous allez nous en parler, donc j'imagine. Mais juste auparavant, quel a été le déclic qui vous a permis de vous lancer parce que vous aviez quand même des postes de responsabilité qui étaient confortables. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est plus confortable d'être salarié que d'être patron. Je vous l'accorde. Voilà, mais qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer comme ça et de créer votre cabinet ? Alors, je savais que c'était un défi, que c'était un challenge, mais ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir avoir le temps et l'espace pour pouvoir expérimenter mes propres théories. C'est-à-dire que je suis mon premier cobaye. Et ce qui fait que il me fallait cet espace-là pour pouvoir aménager mon temps, aménager en fait mes concepts. Et le modèle d'être indépendant correspondait bien à ce que je recherchais. Donc, c'est-à-dire que les 15 ans d'expérience que vous aviez vécu dans pas mal de grandes entreprises, notamment dans les ressources humaines, etc., vous étiez quelque part à la fois actrice mais observatrice des comportements des gens et vous posiez certainement des questions. C'était un grand bouleversement pour moi dans la mesure où j'étais observatrice, je percevais en fait une forme de mal-être, je percevais les organisations et j'étais juste spectatrice parfois et complètement impuissante à un moment donné par rapport à des situations que je pouvais observer sur les personnes, la manière dont elles se comportaient, la manière dont elles ressentaient les choses, jusqu'à ce que je cherche absolument ces réponses dont j'avais besoin. Et c'est ça qui m'a apporté en fait beaucoup de matière pour évoluer à la fois en tant que manager, parce que j'ai été un manager à un moment donné,
J'ai eu ces enseignements-là, je les ai intégrés à un modèle français que je connaissais, donc à ces organisations. J'ai eu de très bons résultats. À partir de là, je suis devenue une nouvelle manager, une nouvelle approche, enfin une nouvelle version de moi-même d'une certaine manière. Alors ça, on va en parler et c'est étroitement lié à votre objet fétiche. Eh bien, on va le présenter tout de suite, cet objet fétiche. Alors voilà, montrez-nous Mélanie, donc cet objet fétiche. Alors bien évidemment, on le montre parce qu'il y a des moufles. Ce sont des moufles, hein? Ce sont des moufles, tout à fait. Avec un emblème que l'on reconnaît d'ailleurs. Oui. Rouge et blanc, et c'est quoi donc ces moufles? Qu'est-ce que ça représente? Donc en fait, c'est mon passage à l'étranger, notamment que vous avez cité, qui est le Canada, et notamment le Québec, pour être plus précise, où en fait j'ai eu mes enseignements qui ont changé justement ma conception à la fois de management et de vie, des enseignements pendant 1 an et demi, où en fait j'ai été rechercher justement toutes les sources qui complètent actuellement mon expertise, et ces moufles là, elles ont 2 avantages en termes de symbolique. Certes, le pays, oui, mais c'est aussi que ça me rappelle que parfois, il faut savoir prendre du temps pour savoir ce qu'on veut. Et d'avoir des moufles et ce côté un petit peu symbolique du confort et du temps que l'on se prend à soi et aussi un petit rappel qui est essentiel actuellement dans la manière dont je me projette dans la vie. C'est un accessoire presque indispensable dans des pays comme ça quand il fait très froid, j'imagine. C'est un investissement. Voilà. Au même titre que le parapluie pour le Nord. Là, pour le coup, on a besoin des deux. Mais oui, effectivement, ce côté rassurant et ce côté réchauffant dans des situations où il fait froid, c'est une jolie symbolique. Alors, l'image est intéressante parce que du coup, effectivement, imaginons qu'on est à moins 15 degrés, moins 20 degrés sans ces moufles, comment est-ce qu'on se sent? On se sent complètement angoissé, pas bien dans sa peau. Donc le fait, effectivement, d'avoir ces moufles, on retrouve une chaleur. Quelque part, psychologiquement, c'est ce que les gens ils ont besoin à travers votre accompagnement, à travers ce que vous faites. C'est d'avoir une bulle rassurante. Oui. Une bulle dans laquelle on prend le temps, on s'accorde le temps de réfléchir sur soi, sur ce qu'on veut vraiment. C'est des questions toutes simples, mais la plupart du temps, les personnes n'ont pas les réponses. Et le fait de sortir un peu de leur propre cadre et de venir à moi dans des espaces où on s'accorde le temps pour réfléchir à ça, justement, ça donne une emprise un petit peu du quotidien, enfin on se détache un peu de l'emprise du quotidien, ce qui permet en fait d'avoir une réflexion propre à soi et pas influencée par l'extérieur. Moi je découvre souvent des gens qui ont voyagé à l'étranger, à l'extérieur, qui ont une vision un peu différente de ceux qui n'ont jamais voyagé. Enfin, on le sent, donc il y a une vision un peu plus ouverte parce qu'on a vu autre chose, d'autres cultures. Qu'est-ce qui vous a marqué en termes de différences culturelles entre le Canada et la France, ou alors le Québec et la France, les modèles de management, de leadership, de vie? Qu'est-ce qui est marquant? Qu'est-ce qui est marquant? J'ai fait une bonne partie une bonne partie en fait de mes formations en France, jusqu'à un niveau ingénieur. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était fort sur la théorie et pas forcément sur la mise en pratique rôle en France. Sur la mise en pratique réellement du rôle de manager et la confrontation par rapport aux équipes, au relationnel avec les personnes. En fait, on a observé les choses de manière abstraite et de manière théorique, sans avoir la confrontation directement avec les équipes. Et ce qui fait qu'on part de la théorie avec une application directe sur le terrain. Et le relationnel, en fait, on a beau dire, c'est pas de la théorie, c'est forcément du feeling, c'est forcément de l'interaction entre 2 personnes. À côté de ça, donc en fait on se retrouve avec des managers qui se retrouvent en fait sur le terrain avec par mimétisme réappliquent en fait les méthodes de ce qu'ils ont pu observer en fait des anciens ou de ce que le groupe voudrait que l'on fasse, mais pas forcément dans une bonne adéquation de l'attitude en tant que management et en interaction avec l'autre. Par contre, par rapport au Québec, l'idée est un peu différente, où on part on a moins de théorie, ou alors la théorie est moyennement importante. Ce qu'on veut, c'est que tu appliques d'abord dans un premier temps. Fais ton expérience, donne-toi l'occasion d'avancer pas à pas, et à partir de là, tu vas consolider des enseignements qui vont te donner des clés pour savoir interagir avec l'autre. Parce que ce qui est intéressant dans cette dynamique, du coup, c'est qu'on part pas sur des prérequis, c'est-à-dire qu'on découvre, du coup, par l'expérimentation, on découvre l'autre tel qu'il est.
et on interagit avec lui en réalité avec ce qui se passe sur le moment et pas sur une théorie basée et une attitude appliquée sur le quotidien. Alors par conséquent, ça veut dire aussi qu'en France, on accorde beaucoup plus d'importance au diplôme, alors qu'au Canada, ce n'est pas forcément le point de départ pour créer une carrière, j'imagine. Tout à fait. L'idée du Canada, c'est on te fait confiance, essaye, fais tes preuves, trouve tes solutions. On va t'accompagner potentiellement. On peut injecter de la théorie à un moment donné parce qu'on perçoit qu'il y a un manque, qu'il y a besoin de compléments et tout ça. Mais on peut très bien trouver nos clés de réponse sans avoir toute la théorie et savoir fonctionner intuitivement. Par rapport à cet équilibre, parce que c'est vachement important quand même l'équilibre vie privée, vie professionnelle, est-ce que vous ressentez dans la société française souvent des déséquilibres d'ailleurs entre ces deux vies? Et quelles pourraient être, j'irais donc, alors pas des recettes, mais quelles sont les petites choses que l'on peut peut-être conseiller aux personnes pour retrouver un peu leur équilibre? C'est pas juste une question de job ou de boulot, donc c'est carrément une question de vie quelque part. Oui, en fait, l'une des premières conceptions en fait, que j'ai eues, enfin l'angle de vision que j'ai eu à appliquer, c'est déjà de ne pas concevoir un plan de carrière, mais un plan de vie. À partir de là, on modèle le temps et on modèle les actions en fonction de toute une vie. Et c'est pour ça du coup, on a une vision un peu plus large de la manière d'opérer et d'organiser son temps, plutôt que d'être focalisé sur un plan de carrière où en fait on concentre effectivement un temps fou au travail en oubliant le relationnel, le couple, les enfants, la santé et c'est là où ça peut se disperser et on va avoir un peu de difficulté. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, des gens qui vont mal, que ce soit dans leur vie privée ou leur vie professionnelle, bon, on met tout sur la table et on se dit quel est votre projet de vie quelque part. C'est pas juste un projet de carrière. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est un peu ça l'idée. C'est un peu l'idée de ce que je fais. L'avantage, c'est que du coup, ils se retrouvent accompagnés. Et parce que ça peut être perturbant de se retrouver devant ces questions toutes simples, mais un peu le néant avec tout est possible et à la fois ça peut être déroutant. Ce qui fait que d'avoir un temps dédié à ça ou avec, bon après je suis spécialisée, j'ai mon expertise pour accompagner les gens, ça leur permet en fait d'avoir une vision un peu plus systémique de leur vie et du coup de savoir exactement où ils vont. Ça leur donne une ligne de conduite dans leur vie. Absolument. Alors ça me fait penser, en France, vous savez qu'on est les champions du monde de la consommation de tranquillisants. Et il y a énormément de burn-out. Donc il y a des gens qui tombent en dépression. Alors d'autant plus depuis la crise, on voit des gens qui vont mal. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce mal et comment est-ce qu'on peut le combattre? Comment est-ce quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa peau, que ce soit au niveau de son travail, à titre personnel, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme recette, comme idée pour s'en sortir? Déjà, il faut comprendre que le burn-out est un phénomène naturel, d'accord, qui est lié à notre fonctionnement de notre inconscient et qui nous alerte qu'en fait, on est en train de dépasser les limites. Ah, quand il y a burn-out, ça veut dire quelque part, on a dépassé une ligne rouge dans notre comportement ou dans notre vie ou dans ce qu'on fait. Et ça, c'est notre instinct animal, notre instinct un peu reptilien qui dit arrête-toi, c'est le moment de te poser. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, soit en termes physiques, soit en termes de corps, ou soit en termes d'alignement. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose, mais on n'est pas tout à fait en adéquation avec nos valeurs ou avec notre manière de fonctionner. Et à partir de là, il y a une dissociation. Donc l'inconscient n'aime pas ce qui est changement et ce qui est dissonant. Et à partir de là, il va se basculer en burn-out en disant « maintenant tu m'écoutes, tu t'arrêtes ». Donc il y a un dérèglement mécanique dans le corps quelque part. Qui est de l'ordre de la survie. Ah oui, carrément. Carrément. Oui, c'est pour ça qu'on a ces mécanismes-là. À partir du moment où on a ce mécanisme-là, il faut se l'accepter. Là, par contre, parce qu'on est souvent en dualité de se dire c'est pas normal, il faut que je bouge, je suis pas dans un état normal. Mais il y aurait plutôt un état inverse à intégrer qui serait de dire j'accepte que je suis en état de burn-out, c'est parce que mon corps et mon inconscient en a besoin, je fais une pause. C'est qu'à un moment donné, il faut accepter de ralentir. Comment est-ce que vous pouvez aider des gens, par exemple, qui sont mal et qui
ont une espèce de disque rayé où ils disent je vais pas bien, je vais pas bien, je vais pas bien. Et on a beau lui expliquer les choses, comment est-ce qu'il peut se relever, mais en fait, si ça vient pas de cette personne, ça viendra jamais. Comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là? La première aide, c'est, vous l'aviez effectivement bien dit, c'est qu'effectivement le déclic vient d'eux. Donc c'est leur part de responsabilité que de prendre soin d'eux-mêmes. Donc il faut que ça vienne absolument d'eux. Oui. Et ça, c'est un travail qui prend un peu de temps peut-être? Clairement, parce que ça peut y aller d'étape à étape. Ça peut être des premiers conseils, juste avoir l'objectif de se lever le matin. Peut-être le lendemain d'envisager non seulement de se lever, de se préparer, y aller par étapes. Si c'est déjà un peu compliqué, on se laisse encore à 2-3 jours. On réitère un autre petit défi qui consiste peut-être à se faire à manger correctement, à prendre bien soin de soi. En fait, l'idée, il faut bien imaginer qu'il faut partir de l'idée que notre inconscient est insécurisé. Donc il faut y aller étape par étape, le sécuriser progressivement et remonter la pente, de telle manière qu'on puisse remonter en énergie, parce que là ça veut dire que nos batteries sont à plat, et qu'il faut accorder progressivement le temps au corps, à l'esprit, de se sécuriser et de remonter en énergie progressivement. Et c'est un processus naturel et normal, où les gens n'ont pas à se culpabiliser de l'état dans lequel ils sont. Voilà. Donc y aller étape par étape, être doux avec soi-même, d'où cette histoire de gants, et de savoir se rassurer et d'être agréable avec soi-même pour s'accompagner dans la vie. Ça reviendra, donc il faut être confiant, mais il y a des temps morts, il y a des temps plats qui sont nécessaires en fait pour mieux repartir. Alors en fait c'est cette envie d'avoir envie, quoi, donc, qui est parfois difficile. Donc là quand on arrive là-dedans, il faut vraiment... c'est pas forcément que les médicaments qui vont régler les choses, parce que les médicaments peuvent abrutir un peu les gens. Clairement, et nous faire perdre la notion de la réalité. Alors, je n'ai rien contre la médecine traditionnelle, bien sûr, associée à ça. Pour autant, il faut que les gens apprennent à s'accompagner dans les moments bas, et on n'est pas obligé d'être tout le temps dans des moments hauts. Voilà, on aimerait tous, hein, mais c'est pas la réalité en fait d'un corps. Il y a des hauts et des bas dans la vie, quoi. Tout à fait. Eh bien, pour terminer justement, alors la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous conseillez aux gens pour équilibrer leur vie personnelle et professionnelle? Alors c'est déjà une thématique qui est assez vaste, d'accord, qui nécessite vraiment de se consacrer un minimum de temps et d'y réfléchir. Mais je vais vous donner 3 premiers axes, c'est le tout premier pas, au même titre que j'évoque. On va parler de notion d'énergie. La première chose, c'est d'être en bonne énergie, c'est-à-dire prendre soin de soi et faire un check-up un petit peu personnel, peut-être une fois par semaine, de se dire je suis comment là en énergie? Est-ce que je vais bien? Est-ce que ce ne serait pas le moment de faire une pause? Est-ce que ce n'est pas le moment de sortir un peu d'un contexte qui me fatigue? Est-ce que voilà, où j'en suis? À partir du moment où on a l'énergie, à partir de là on peut parler aussi de santé associée à ça, on peut quasiment tout faire. Enfin voilà, c'est vraiment votre base première et puis c'est vraiment essentiel. Deuxième point aussi, c'est être attentif à ses ressentis et son instinct primaire, c'est-à-dire qu'il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Alors on a tendance à dire il ne faut pas s'écouter. Alors ça, je pense que c'est une croyance qu'il faut déconstruire, parce que plus on s'écoute, plus on est en phase avec ce que l'on ressent, mieux on pourra parler de soi et mieux on pourra être en interaction avec l'autre. C'est un peu l'histoire de l'alignement, donc être aligné avec... Et je me dis qu'une personne en bonne énergie, qui sait être haute et garantir cette hauteur d'énergie, donc ça veut dire savoir à quel moment ça pêche, va avoir une meilleure interaction vis-à-vis de l'autre. Parce qu'elle va être plus à l'écoute, parce qu'elle sera plus compréhensive, parce qu'il ne va pas y avoir de... Alors je vais le mettre avec parcimonie, mais il ne va pas y avoir de jeu de pouvoir pour compenser. Et du coup, on va avoir une relation plus atténuée, plus sereine, et d'égal à égal. D'accord. Et le troisième élément, c'est ça? Tout à fait. Et le troisième, c'est de rester, de ne pas se laisser envahir par les choses et de rester maître de son temps. Quand je parle de ça, c'est qu'on a tendance à... générer énormément de choses chez soi. Actuellement, j'aurais tendance, moi, à pratiquer les approches du minimalisme, parce qu'en charge mentale, c'est très confortable. Il y a notamment des études, il y a notamment des expériences qui ont été faites en Belgique dans les crèches, où on s'est rendu compte qu'ils appellent ça des ateliers du vide.
où on met les enfants dans des espaces complètement vides avec les animateurs. Et on se rend compte que sans les jouets, sans les tables, sans tous les espaces en fait qui sont envahissants, la relation revient. C'est-à-dire que naturellement, par le vide, les enfants reviennent instinctivement à chercher à jouer entre eux, à travailler sur l'innovation, à trouver d'autres règles, sans rien et avec beaucoup de joie. D'où cet intérêt-là. Après la notion du temps, parce que j'allais dire, la gestion du temps est importante dans tout ça. Oui, parce que déjà, en partant déjà ne serait-ce que sur moins de choses, moins de choses à s'occuper, voilà, je pars notamment un exemple concret, moins de vêtements, moins de repassage, moins de choix le matin, moins de rangement, et c'est autant de temps qu'on récolte déjà en travaillant sur soi. Absolument. Après, effectivement, il y a tout ce temps un peu plus généraliste qui nécessite sur lequel on doit se poser, mais de garder en fait du temps pour chaque chose, c'est-à-dire le travail, le relationnel, les amours, le développement personnel, les choses qui nous animent, qui nous mettent en énergie, c'est-à-dire aller chercher nos passions, ce qui nous porte et tout ça. Et tout cette cocotte minute, d'une certaine manière, doit être intégré dans cet espace-temps. Alors effectivement, ça veut dire qu'il y a certaines phases qui vont être plus longues, ça va nécessiter des choix, mais si on est aligné avec ce que l'on veut vraiment et que ça correspond à une ligne de vie, c'est très facile à prendre en compte en fait. Eh bien, merci Mélanie pour tous ces éclaircissements. Si jamais vous avez besoin de conseils, je pense que Mélanie peut vous accueillir, ne serait-ce que pour une première séance avant même de faire quoi que ce soit. Alors que ce soit à titre, j'imagine, particulier, ou si vous êtes chef d'entreprise, ou pour votre équipe, ça peut être aussi du collectif, j'imagine. C'est du collectif, je fais aussi de la régulation d'équipe, je fais aussi de la formation collective, je fais aussi de l'immersion en entreprise. Donc oui, c'est aussi du collectif, à la fois l'individuel et du collectif en fonction des besoins. Alors, est-ce que vous avez envie d'avoir une vie équilibrée entre vie personnelle et vie professionnelle ? Alors, si vous dites oui, consultez le site internet et contactez Mélanie pour justement voir ce qu'elle peut vous proposer. Merci Mélanie encore pour cette séquence. Eh bien, merci pour votre attention et je vous dis à vendredi prochain. 1, 2.